Jonathan Graves n'avait jamais pensé que la vie le forcerait à revenir dans cette région. Le Texas l'accueillit avec la même hostilité qu'à son départ 7 ans plus tôt. Le vent lui cinglait le visage de ses rafales brûlantes. L'herbe de la prairie était brûlée, de la couleur d'un vieil os, et à l'horizon se profilaient les silhouettes des mesas, ces anciennes montagnes tabulaires qu'il connaissait depuis l'enfance. Cela faisait 3 jours qu'il chevauchait, et chaque mille se rappelait à lui par une douleur sourde dans le bas du dos. La selle lui avait irrité les jambes, son chapeau était trempé de sueur, et il avait dans la gorge le goût de la route, âcre comme de l'argile séchée. Le ranch de son défunt oncle, le vieux Thomas Graves, se situait à 20 miles du village le plus proche. Jonathan avait reçu un télégramme à Saint-Louis, où il travaillait pour une compagnie de chemin de fer, tenait la comptabilité et portait des chemises empesées. Le télégramme était bref. Thomas mort, ranch à toi, viens, avocat Miller. Aucun détail, aucune condoléance, juste un fait sec et impitoyable, comme un coup de feu dans le dos. Jonathan n'aimait pas son oncle. Thomas était un homme rude et dur, qui avait vécu toute sa vie seul, sans femme ni enfant, et considérait que les sentiments étaient un luxe pour les faibles. Quand Jonathan avait 12 ans, il avait passé tout un été au ranch, et son oncle l'avait fait trimer du matin au soir. Réparer les clôtures, porter l'eau, débourrer les jeunes chevaux. Que de 127 ans, Jonathan s'était enfui de là dès qu'il l'avait pu, en se jurant de ne jamais revenir dans cet enfer calciné. Et maintenant, il y retournait. Parce que le ranch valait de l'argent, parce qu'il avait des dettes, parce qu'il n'avait pas le choix. Il arriva sur les terres du ranch en fin de journée. La maison principale se dressait sur une petite colline, entourée d'enclos pour le bétail et de quelques dépendances. Le bois avait noirci avec le temps et le vent, le toit s'était affaissé par endroits, et les volets pendaient sur un seul gond. Tout semblait abandonné, comme si la vie avait déserté les lieux bien avant son propriétaire. Jonathan mit pied à terre près du porche, attacha son cheval à la balustrade et jeta un regard autour de lui. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre le cri d'un faucon au loin. Il monta sur le porche, poussa la porte qui céda dans un grincement. À l'intérieur, une odeur de vieux bois, de poussière et de renfermé flottait dans l'air. Jonathan fit un pas et entendit un son léger, presque imperceptible. Un bruissement, comme si quelqu'un bougeait au fond de la maison. Il se figea, sa main se portant instinctivement à son étui. Il portait son revolver par habitude, même s'il ne s'en était jamais servi à Saint-Louis. Ici, aux confins de la civilisation, une arme n'était pas un luxe, mais une nécessité. « Qui est-il là » lança-t-il en avançant. Silence. Puis de nouveau le bruissement, et du coin menant à la cuisine, une silhouette apparut. Jonathan faillit dégainer son revolver, mais s'arrêta à temps. Devant lui se tenait une femme, grande, mince, avec une masse de cheveux sombres négligemment attachés sur la nuque. Elle portait une simple chemise d'homme rentrée dans un pantalon usé, et un gilet de cuir taché de boue, et, semblait-il, de sang. Dans ses mains, elle tenait un fusil de chasse, long, vieux, mais manifestement en état de marche. Le canon était pointé droit sur Jonathan. « Et vous ? Qui êtes-vous ou êtes-vous » demanda-t-elle. Sa voix était basse, rauque, pas du tout féminine. Elle ne trahissait aucune peur, seulement de la méfiance et une légère irritation, comme si Jonathan la dérangeait en pleine tâche. Jonathan leva lentement les mains pour montrer qu'il n'avait pas l'intention de tirer. « Jonathan Graves, le neveu de Thomas, ce ranch est à moi maintenant. » La femme plissa les yeux, le toisant de la tête aux pieds d'un air scrutateur. Son regard était piquant, méfiant. « Le neveu, donc, dit-elle d'une voix traînante. Celui qui a filé d'ici il y a 7 ans et n'est jamais revenu. » Jonathan serra les dents. Comment savait-elle? « Oui, celui-là même. Maintenant, pouvez-vous baisser votre fusil? Ou comptez-vous m'abattre pour être entré dans ma propre maison ?» La femme eut un rictus, bref et sans joie, et abaissa son fusil. Mais elle ne le posa pas, se contentant de le jeter sur son épaule
tout en continuant de fixer Jonathan comme s'il était une mouche agaçante. « Je m'appelle Calissa, dit-elle. Calissa Drake. J'ai travaillé pour votre oncle ces 3 dernières années. Je m'occupais du bétail, je réparais ce qui cassait, je veillais à ce que les coyotes n'emportent pas les veaux. Et je vivais ici, dans cette maison. » Jonathan fronça les sourcils. « Vous viviez ici? Mon oncle vous avait engagé comme régisseuse? » « On peut dire ça, répondit Calissa en haussant les épaules. Thomas était vieux et malade. Il avait besoin d'aide. Je l'aidais. Il me donnait un toit et de quoi manger. Pas de contrat, pas de papier. Juste un arrangement. Jonathan sentit l'irritation monter en lui. Cette femme s'était donc installée ici, profitant de la maison, des provisions de son oncle, et maintenant, elle le regardait comme s'il était un intrus. « Je vois, » dit-il sèchement. « Bien, puisque mon oncle est mort, l'arrangement a pris fin. Je suis venu régler les affaires, vendre le ranch et repartir. Il va donc falloir que vous vous trouviez un autre endroit. » Calissa le fixa en silence pendant quelques secondes. Puis elle hocha lentement la tête. « Compris. Vous êtes donc de ceux qui viennent pour tout vendre et oublier. Thomas disait que vous étiez comme ça. » « Mon oncle disait beaucoup de choses, » coupa Jonathan, « mais ça ne vous regarde pas. »« Peut-être pas, » dit Calissa en se tournant vers la sortie. Mais sur le seuil, elle s'arrêta et se retourna. « Gardez juste à l'esprit qu'on n'est pas à Saint-Louis ici. Les choses ne sont pas si simples. Un ranch sans surveillance tombe en ruine en un mois. Le bétail se disperse. Les coyotes et les loups s'attaquent aux veaux. Les voleurs emportent tout ce qui n'est pas cloué. Si vous voulez vendre, il faudra d'abord remettre cet endroit en état. Et pour ça, il faut des bras. Les miens, par exemple. » Jonathan croisa les bras sur sa poitrine. « Combien voulez-vous » Calissa eut un petit rire. « Un toit sur la tête et 3 $ par semaine. Jusqu'à ce que vous vendiez cet endroit. » Jonathan réfléchit. 3 $, ce n'était pas beaucoup. Et elle avait raison. Il avait vraiment besoin d'aide. Il ne savait pas s'occuper du bétail, ni comment réparer les clôtures, ni quoi faire en cas de sécheresse. Mais engager cette femme, quelque chose en elle le mettait mal à l'aise. Trop insolente, trop sûre d'elle. Et ce regard piquant, hostile, comme si elle lisait en lui et n'aimait pas ce qu'elle y voyait. « D'accord, » dit-il finalement, « mais seulement jusqu'à ce que je trouve un acheteur, et pas de familiarité. Vous travaillez, je paye, c'est tout. » Calissa hocha la tête. Marché conclu. Elle sortit sans un mot de plus, laissant Jonathan seul dans la maison vide. Il entra dans le salon et regarda autour de lui. Les meubles étaient vieux, usés. Au mur étaient accrochés des bois de serre et des photographies jaunies. Sur l'une d'elles, son oncle Thomas, jeune, moustachu et le regard sévère, se tenait à côté d'un cheval. Jonathan ne l'avait jamais vu ainsi. Pour lui, Thomas avait toujours été un vieil homme, voûté, le visage creusé de rides comme taillées au couteau, les mains couvertes de cicatrices. Il s'installa dans l'ancienne chambre de son oncle, étendit une couverture sur le lit et s'allongea tout habillé. Dehors, le vent hurlait, les volets grinçaient. Jonathan ferma les yeux et essaya de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Le ranch, ses dettes, la rapidité avec laquelle il pourrait repartir. Et puis, Calissa. Quelle femme pouvait bien vivre seule dans la prairie, porter des vêtements d'homme et tenir un fusil comme si elle était née avec? Le lendemain matin, Jonathan fut réveillé par une odeur de café. Il descendit à la cuisine et y trouva Calissa près du poêle. Elle faisait frire des œufs et du bacon, et une tasse de café fumant l'attendait sur la table. « lança-t-elle par-dessus son épaule, sans se retourner. Jonathan s'assit et prit la tasse. Le café était fort, amer, brûlant. Il en but une gorgée et sentit la chaleur se répandre dans sa poitrine. « Merci, » dit-il. Calissa posa devant lui une assiette d'œufs et de bacon, puis s'assit en face avec la même chose. Elle mangeait vite, concentrée, sans le regarder. « Aujourd'hui, on va inspecter le bétail, » dit-elle sans lever les yeux. «
Il faut voir combien de têtes il reste, s'il y a des bêtes malades. Ensuite, on réparera la clôture ouest. Il y a un trou assez grand pour laisser passer un veau. Jonathan fronça les sourcils. Je n'ai pas l'intention de m'investir sérieusement là-dedans. Je veux juste remettre le ranch en état pour le vendre. Calissa leva enfin les yeux vers lui. Une lueur de moquerie dansait dans son regard. Alors il va falloir t'y mettre sérieusement. Ou tu penses qu'un acheteur voudra d'une ruinasse avec du bétail malade? Jonathan ne répondit pas. Elle avait raison, et il le savait. Ils partirent après le petit déjeuner. Calissa sella son cheval elle-même, avec une dextérité et une rapidité qui témoignaient d'une longue habitude. Jonathan l'observait du coin de l'œil. Ses gestes étaient assurés, sans fioriture. Elle se hissa en selle d'un mouvement souple et le regarda attendant. Prêt, il hocha la tête et monta sur son propre cheval. Ils prirent la direction du sud, là où paissaient les vaches. Le vent agitait la crinière de sa monture. Le soleil lui chauffait la nuque. Jonathan chevauchait en silence, observant Calissa. Elle se tenait droite en selle, le regard fixé au loin. Des mèches de cheveux s'échappaient de son chapeau et flottaient au vent. Jonathan se surprit à penser qu'elle ne ressemblait à aucune femme qu'il connaissait. À Saint-Louis, les dames portaient des corsets, de longues jupes et des chapeaux à plumes. Elles se parlaient à voix basse, rougissaient au moindre compliment et considéraient qu'il était de mauvais goût de rire trop fort. Calissa était tout le contraire. Rude, directe, totalement dépourvue de féminité. Et pourtant, quelque chose en elle attirait le regard. Peut-être cette liberté sauvage dans ses mouvements, ou cette indépendance obstinée qui se lisait dans chacun de ses gestes. Ils atteignirent le troupeau vers midi. Les vaches paissaient dans un vallon au milieu de l'herbe jaunie. Calissa mit pied à terre et fit le tour du troupeau, examinant attentivement chaque bête. Jonathan resta en selle, observant. Elle s'approchait des animaux sans crainte, leur caressait les flancs, les regardait dans les yeux, vérifiait leurs sabots. L'une des vaches boitait. Calissa s'accroupit à côté d'elle et souleva délicatement sa patte. Un caillou lança-t-elle à Jonathan. Coincé dans le sabot, il faut l'enlever. Elle sortit un couteau, retira la pierre avec précaution et la jeta plus loin. La vache meugla de mécontentement, mais ne bougea pas. Calissa lui tapota le flanc et se redressa. C'est bon. Les autres sont en bonne santé. On peut continuer. Ils se dirigèrent vers la clôture ouest. Le trou était en effet impressionnant. Plusieurs poteaux étaient tombés. Le fil de fer était rompu. Calissa descendit de cheval et sortit un marteau et des clous de sa sacoche de sel. « Tiens le poteau !» ordonna-t-elle à Jonathan. Il mit pied à terre, s'approcha et saisit le poteau. Calissa enfonçait les clous de coups puissants et précis. Elle avait des mains fortes, bronzées, avec des callosités sur les paumes. Jonathan la regardait travailler, éprouvant un étrange mélange d'irritation et de respect. Cette femme accomplissait un travail d'homme mieux que beaucoup d'hommes qu'il connaissait. « Vous avez toujours vécu comme ça ?» demanda-t-il, incapable de se retenir. Calissa lui jeta un regard rapide. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Eh bien, seule, dans la prairie, sans famille. » Elle eut un petit rire tout en continuant de marteler. « J'avais une famille, un père, une mère, 2 frères. Ils sont tous morts. La fièvre. J'ai survécu. J'avais 16 ans. Depuis, je vis comme ça. » Jonathan se tut. Il ne savait quoi dire. Calissa finit de réparer la clôture, se redressa et essuya la sueur de son front. « C'est fait, rentrons. » Ils retournèrent au ranch en fin de journée. Jonathan se sentait épuisé. Son dos le faisait souffrir. Ses jambes étaient endolories. Ses mains tremblaient de fatigue. Calissa, elle, ne semblait même pas fatiguée. Elle décella son cheval, le mena à l'enclos et remplit l'abreuvoir d'eau. « Le dîner dans 1 heure !» lança-t-elle avant de rentrer dans la maison. Jonathan resta près de l'enclos, regardant le soleil couchant. Le ciel se teignait de tons orangés et pourpres. De longues ombres s'étiraient sur le sol. Il pensa qu'il avait autrefois détesté cet endroit.
Et maintenant, quelque chose avait changé. C'était peut-être à cause de Calissa, ou peut-être parce que pour la première fois depuis des années, il se sentait utile. Ici, sur ce ranch, ses mains créaient, réparaient quelque chose. À Saint-Louis, il était assis à un bureau, triant des papiers, comptant l'argent des autres. Ici, il vivait. Le dîner se déroula en silence. Calissa avait préparé des haricots en daube avec de la viande et avait posé sur la table du pain et du beurre. Ils mangèrent rapidement, sans parler. Jonathan l'observait discrètement, à la lumière de la lampe à pétrole. Son visage semblait plus doux, ses traits plus fins. Il remarqua qu'elle avait de longs cils et des doigts fins, malgré les callosités. Elle était pas belle, décida-t-il. Trop anguleuse, trop abrupte. Mais il y avait en elle quelque chose d'attirant, quelque chose qui donnait envie de la regarder encore et encore. Après le dîner, Calissa se retira. Jonathan resta dans le salon, assis près de la fenêtre, fumant sa pipe. Dehors, la lune s'était levée, pleine et brillante, inondant la prairie d'une lumière argentée. Soudain, il entendit de la musique, douce, à peine audible. Une mélodie sifflait quelque part à l'extérieur. Jonathan se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda. Dans la cour, près d'un vieux feu de camp, se tenait Calissa. Elle avait allumé un feu, et les flammes dansaient dans l'obscurité. Et elle dansait. Jonathan resta figé, incapable de détacher son regard. Calissa bougeait lentement, avec fluidité, comme si elle suivait une musique qu'elle seule entendait. Ses bras s'élevaient et s'abaissaient, son corps ondulait, ses cheveux dénoués tombaient en vagues sur ses épaules. À la lumière de la lune et du feu, elle ressemblait à une vision, sauvage, primitive, envoûtante. Jonathan sentit quelque chose se serrer en lui. Ce n'était pas la femme rude et directe qu'il avait vue pendant la journée. C'était une déesse, libre, indomptée, magnifique dans sa sauvagerie. Il resta à la fenêtre, immobile, craignant de briser cet instant. Et il comprit qu'il regardait Calissa d'un œil tout à fait différent. Elle n'était pas laide. Elle était stupéfiante. C'est simplement lui qui avait été aveugle. Aveugle et stupide. Calissa dansa encore quelques minutes, puis s'arrêta et leva les yeux vers la lune. Jonathan recula de la fenêtre, sentant son cœur battre dans sa gorge. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas pourquoi il était si attiré par cette femme. Mais il savait une chose. Quelque chose avait changé. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours suivants se déroulèrent au rythme d'un travail acharné. Jonathan se réveillait à l'aube, au son de Calissa qui s'affairait déjà dans la cuisine, avec ses poêles en fonte. Elle préparait le petit déjeuner, œufs au bacon, galettes de maïs, parfois du porridge. Et ils mangeaient en silence, à la hâte, car il y avait toujours plus à faire que de temps pour le faire. Et ensuite, ils sellaient leurs chevaux et parcouraient le ranch, tantôt pour réparer le toit d'une grange, tantôt pour mener les veaux vers un nouveau pâturage, ou encore pour déblayer le fatras de la vieille remise où son oncle entreposait ses outils. Calissa travaillait sans relâche. Jonathan ne pouvait s'empêcher de remarquer avec quelle facilité elle accomplissait tout ce qui, pour lui, était une épreuve. Elle jetait la selle sur le dos d'un cheval d'un seul mouvement, enfonçait les clous sans fendre le bois, sciait les bûches avec une précision impeccable. Ses mains bougeaient vite, avec assurance, comme si elle savait d'avance quoi faire. Lui, en revanche, était toujours maladroit. Le marteau lui glissait des doigts, la corde refusait de se nouer, le cheval n'obéissait pas à ses ordres. Calissa ne se moquait jamais de lui, mais il y avait parfois dans ses yeux une lueur de raillerie, discrète, à peine perceptible, mais bien présente. Jonathan la sentait et s'en voulait. Il était habitué à être compétent, méticuleux, correct. À Saint-Louis, on le respectait pour sa précision, pour le fait que les chiffres de ses rapports tombaient toujours justes, au cent près. Ici, ses compétences ne valaient rien. Ce qui comptait, c'était la force, l'endurance, l'habileté à se tenir en selle et à ne pas avoir peur de la saleté sous les ongles. Un jour, ils partirent inspecter la clôture sud, qui marquait la limite avec le ranch voisin.
La journée était torride. Le soleil, tel un disque de cuivre incandescent, était suspendu dans le ciel. L'air vibrait au-dessus du sol, et même les chevaux avançaient à contre-cœur, la tête basse. Jonathan retira son chapeau et essuya la sueur de son front. Sa chemise lui collait au dos, sa gorge était sèche. On s'arrête au ruisseau, lança Calissa par-dessus son épaule. Elle quitta le sentier et mena son cheval vers un petit vallon où un ruisseau murmurait entre les pierres. L'eau était froide, limpide, et Jonathan, après avoir mis pied à terre, la puisa à pleine main et but avidement. Calissa s'accroupit au bord de l'eau, retira son chapeau et y plongea la tête. Ses cheveux trempés lui collèrent au cou et aux épaules. Elle se redressa, secoua la tête, et des gouttes d'eau volèrent de toutes parts, scintillant au soleil. Jonathan la regardait, fasciné. Sa chemise mouillée épousait ses formes, son long cou, les gouttes d'eau qui glissaient sur sa peau. Calissa leva les yeux et croisa son regard. Pendant quelques secondes, ils se fixèrent, et Jonathan sentit quelque chose se nouer en lui, une sensation chaude et lourde. « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Jonathan détourna les yeux, se racla la gorge. « Rien, juste. Il fait chaud aujourd'hui. » Calissa eut un petit rire et remit son chapeau. « C'est sûr, ce n'est pas Saint-Louis. Là-bas, tu devais être assis dans un bureau sous un ventilateur de plafond, à trier des papiers. »« Pas seulement des papiers, » rétorqua Jonathan. « Je gérais le budget de tout un service. Je contrôlais les dépenses, je rendais des comptes au directeur. C'est aussi un travail, figure-toi. » « Un travail, » acquiesça Calissa en se relevant. « Seulement, ici, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas nourrir une vache avec un budget, ni réparer un toit avec un rapport. » Jonathan serra les dents. Elle avait raison, et cela l'agaçait encore plus. Ils arrivèrent net à la clôture sud vers midi. Calissa mit pied à terre, longea la barrière, et s'accroupit près d'un des poteaux. Jonathan la rejoignit. Le poteau était pourri, sa base noircie par l'humidité, et toute la structure vacillait. « Il faut le changer, » dit Calissa. « Toute la section, d'ici jusqu'à cet arbre. 8, peut-être 10 poteaux. Il y en a pour 2 jours de travail, au moins. » Jonathan soupira. 2 jours de labeur intense. Creuser des trous, planter de nouveaux poteaux, tendre le fil de fer. Son dos le faisait déjà souffrir rien qu'à cette idée. « On ne pourrait pas engager quelqu'un ?» proposa-t-il. « Il doit bien y avoir des gens dans le coin qui font ça. » Calissa le dévisagea longuement. « Tu veux payer quelqu'un pour un travail qu'on peut faire nous-mêmes. C'est une dépense inutile, mais ce serait plus rapide. » « Plus rapide ?» répéta-t-elle. « Et plus cher. » Thomas disait toujours, « Si tu peux le faire toi-même, ne dépense pas ton argent pour les mains d'un autre. » Jonathan se tut. Encore l'oncle Thomas. Ce vieil homme qu'il avait détesté semblait être une autorité pour Calissa. Elle parlait de lui avec respect, voire avec chaleur. Et cela irritait Jonathan. Comme si son oncle lui était plus proche qu'à lui, son véritable neveu. « D'accord, » dit-il finalement. « On le fait nous-mêmes. On commencera demain. » Calissa hocha la tête et se releva. « Alors rentrons. Il faut encore vérifier les réserves de foin pour les chevaux. Et j'en profiterai pour voir ce qu'il en est des poules. J'ai vu un renard près du poulailler hier. Ils rentrèrent au ranch en fin d'après-midi. » Calissa alla s'occuper du poulailler, tandis que Jonathan resta dans la maison. Il se rendit dans l'ancien bureau de son oncle, où se trouvait un imposant bureau en bois sombre et une étagère de livres. Jonathan ouvrit les tiroirs et commença à fouiller dans les papiers. Des factures, des reçus, des notes sur l'achat de bétail. Tout était en désordre, chaotique. Son oncle ne savait manifestement pas tenir ses affaires correctement. Parmi les papiers, Jonathan trouva un vieux carnet à la couverture de cuir. Il l'ouvrit. L'écriture de son oncle était large, déliée. Les notes étaient datées. Jonathan feuilleta quelques pages, lisant au hasard. « Quoi s'en va-tu »
Jonathan se figea. C'est donc comme ça qu'elle était arrivée ici, venue d'elle-même pour demander du travail. Il continua sa lecture. 20 juin. Kalissa travaillait bien. N'a pas peur de se salir les mains. Peut passer toute la journée en selle sans se fatiguer. Une drôle de fille, mais fiable. 10 juillet. Kalissa a réparé le toit de la grange. Je ne lui avais même pas demandé, elle a vu ce qu'il fallait faire et l'a fait. Heureusement que je l'ai prise. 5 août, Kalissa cuisine mieux que je ne le pensais. Dit que c'est sa mère qui lui a appris. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Je vieillis, les forces me manquent. Jonathan referma lentement le carnet. Son oncle appréciait donc Kalissa. Plus qu'il ne l'avait jamais apprécié lui, Jonathan. Ses notes exprimaient de la gratitude, et même de l'affection. Son oncle ne lui avait jamais adressé de tels mots, rien que des reproches, du mécontentement. Jonathan remit le carnet dans le tiroir, se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la nuit tombait. Le ciel se parait de teintes violettes et écarlates. La dernière lueur du jour s'éteignait à l'horizon. Au loin, des coyotes hurlaient, un son long et plaintif, comme s'ils pleuraient quelque chose de perdu. Il entendit des pas sur le porche, et un instant plus tard, Kalissa entra dans la maison. Ses cheveux étaient en désordre. Une traînée de terre barrait sa joue. Ses mains étaient sales. « Je n'ai pas trouvé le renard, mais j'ai bouché le trou dans la clôture du poulailler, » dit-elle en retirant ses gants. « Maintenant, il ne passera plus. »« Bien, » acquiesça Jonathan. Kalissa le regarda attentivement. « Quelque chose ne va pas ?»« Non. Je lisais juste les notes de mon oncle. Il a beaucoup écrit sur toi. » Kalissa se figea un instant, puis haussa les épaules. Thomas était un homme bon, rude, mais juste. Il m'a donné ma chance quand personne d'autre ne voulait même m'écouter. « Pourquoi ?» demanda Jonathan. « Pourquoi personne ne voulait ?» Kalissa eut un sourire amer. « Parce que je suis une femme seule, sans famille, sans dot, sans réputation. Dans cette région, les femmes comme moi finissent soit par épouser le premier venu, soit par travailler dans les saloons. Je ne voulais ni l'un ni l'autre. Je voulais gagner ma vie de mes propres mains, honnêtement. Mais les fermiers n'engagent pas de femmes pour un travail d'homme. Ils disent qu'on est faible, qu'on n'y arrivera pas. Thomas a été le seul à ne pas me chasser. Il a dit « Montre-moi ce que tu sais faire, et je déciderai. » Je lui ai montré, et il m'a gardé. Jonathan resta silencieux, digérant ces paroles. Il n'y avait jamais pensé à la difficulté pour une femme de vivre seule dans cette région. En ville, il y avait au moins quelques possibilités. Couturière, blanchisseuse, gouvernante. Ici, dans la prairie, le choix était limité. Et Kalissa avait choisi la liberté, même si cette liberté lui coûtait tout le reste. « Mon oncle avait raison, » dit-il doucement. « Tu te débrouilles mieux que beaucoup d'hommes. » Kalissa leva les yeux vers lui. Une lueur de surprise y passa, puis autre chose, quelque chose de chaud, de doux, que Jonathan n'avait jamais vu auparavant. « Merci, » dit-elle simplement. Ils restèrent là, en silence, à se regarder. Jonathan sentit que quelque chose changeait entre eux, comme si le mur invisible qui les séparait depuis le premier jour commençait à se fissurer. Il voulut dire autre chose, mais ne sut quoi. Les mots restèrent coincés dans sa gorge, maladroits et déplacés. Kalissa fut la première à rompre le silence. « Je vais me laver. Le dîner dans une demi-heure. » Elle partit, laissant Jonathan seul. Il s'assit à la table, la tête entre les mains. Il ressentait une sensation étrange dans sa poitrine, lourde, confuse, effrayante. Il ne savait pas comment y faire face. Le dîner se déroula aussi silencieusement que d'habitude. Kalissa avait préparé un ragoût de bœuf aux légumes avec des galettes de maïs. Jonathan mangeait sans lever les yeux, mais du coin de l'œil, il remarquait chacun de ses mouvements. Comment elle portait la cuillère à sa bouche, comment elle mâchait, comment elle s'essuyait les lèvres du revers de sa manche.
Tout en elle était naturel, simple, sans manière ni faux semblant. Et c'était précisément cela qui l'attirait le plus. Après le dîner, Calissa, comme à son habitude, se retira dans sa chambre. Jonathan resta dans le salon, assis près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité. La lune s'était levée, presque pleine, brillante. La prairie baignait dans sa lumière, et tout autour semblait irréel, comme le décor d'une pièce de théâtre. Jonathan fumait sa pipe, soufflant la fumée par la fenêtre, et pensait à Calissa, à la façon dont elle avait dansé près du feu, à son regard près du ruisseau, au fait qu'il ressentait pour elle quelque chose de plus que du simple respect. Soudain, il entendit des voix, venant de loin, du côté des enclos. Jonathan se tendit, se leva et s'approcha de la fenêtre. Dans l'obscurité, des lumières vacillaient, des torches peut-être, et des silhouettes. Plusieurs personnes se déplaçant entre les enclos. Jonathan attrapa son revolver et se précipita sur le porche. Calissa était déjà là, son fusil de chasse à la main. Son visage était tendu, ses lèvres pincées. « Qui est-ce que c'est » chuchota Jonathan. « Je ne sais pas. Mais ils ne sont pas là pour rien. » Ils descendirent du porche et s'approchèrent prudemment des enclos. Jonathan sentait son cœur battre à tout rompre, ses paumes devenir moites. Il n'avait pas tenu une arme prête à l'emploi depuis longtemps, et cela lui semblait irréel, comme s'il était tombé dans un western de bas étage. Ils s'approchèrent et Jonathan distingua les silhouettes. 3 hommes. L'un tenait une torche, les 2 autres s'affairaient près d'un enclos, essayant d'ouvrir le verrou. « Hé !» cria Calissa en levant son fusil. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Les hommes se figèrent et se retournèrent. À la lueur de la torche, Jonathan vit leur visage, rudes, mal rasés, avec des plis durs autour de la bouche. L'un d'eux, le plus costaud, eut un sourire narquois. « Ah, Calissa, salut ma belle. On a entendu dire que le ranch avait un nouveau propriétaire. On est venu faire connaissance. »« Faire connaissance en pleine nuit ?» demanda froidement Calissa. À travers le viseur de mon fusil, l'homme costaud se mit à rire. Mais son rire n'avait rien de joyeux. « Ne t'énerve pas. On voulait juste voir quel bétail il y restait. On pourrait peut-être s'arranger. »« On ne s'arrangera sur rien du tout, » intervint Jonathan en s'avançant. « C'est mon ranch, mon bétail. Et si vous ne fichez pas le camp tout de suite, j'appelle le shérif. » L'homme costaud le toisa d'un regard méprisant. « Le shérif, le plus proche est à 20 miles d'ici, mon garçon. Le temps qu'il arrive, on sera rentré depuis longtemps. Alors ne joue pas les héros. » Jonathan leva son revolver et le pointa sur l'homme. « Je ne joue pas, je vous préviens. Partez, maintenant. » Un silence s'installa pendant quelques secondes. Les hommes échangèrent un regard. Puis le plus costaud cracha par terre et fit un signe à ses acolytes. « Allons-y, ça ne vaut pas le coup de s'embêter avec ces idiots. On trouvera du bétail ailleurs. » Ils firent demi-tour et s'éloignèrent, disparaissant dans l'obscurité. Jonathan ne baissa son revolver que lorsque leurs silhouettes eurent complètement disparu. Alors seulement, il expira et baissa le bras. Sa main tremblait. Calissa le regarda avec un respect inattendu. « Pas mal, dit-elle. Je pensais que tu allais t'enfuir. » Jonathan eut un sourire crispé, bien que son cœur batte encore la chamade. « Moi aussi. » Ils rentrèrent dans la maison. Calissa verrouilla la porte et posa son fusil contre le mur. « C'était les hommes de Carter, dit-elle. Il a un ranch à 10 miles d'ici. Il a toujours jalousé Thomas. Il voulait mettre la main sur cette parcelle. Maintenant, il doit penser que tu es une proie trop facile. »« Qui est-ce que Carter ?» demanda Jonathan. « Un éleveur du coin, riche, influent, brutal. Il a des relations avec le shérif, avec le juge. S'il a une idée en tête, il n'est pas facile de l'arrêter. » Jonathan fronça les sourcils. « C'est-à-dire qu'il peut venir et prendre le ranch de force. » Il peut essayer. Mais ce ne sera pas si simple. Le ranch est à toi d'après les papiers, et tant que tu es là, il ne fera rien. Mais si tu pars, si tu laisses tout sans surveillance, alors oui, il prendra tout. Jonathan s'assit sur une chaise et se frotta le visage.
Les choses n'étaient donc pas aussi simples qu'il l'avait cru. Il ne pouvait pas simplement vendre le ranch et partir. Il devait d'abord le protéger, défendre son droit. Et pour cela, il devrait rester ici plus longtemps que prévu. Kalissa s'assit en face de lui, les mains croisées sur la table. « Écoute, » dit-elle doucement, « je comprends que tu veuilles partir, que ta place n'est pas ici. Mais si tu pars maintenant, Carter prendra tout. Et tous les efforts de Thomas, toute sa vie, seront réduits à néant. C'est vraiment ce que tu veux ?» Jonathan la regarda. Une supplique se lisait dans ses yeux, mais elle ne demandait rien. Elle disait simplement la vérité. Et il comprit qu'il ne pouvait pas partir. Pas maintenant, pas comme ça. Et non, dit-il finalement. Je ne veux pas ça. Je reste, jusqu'à ce que j'aie tout réglé. Kalissa hocha la tête, et un sourire effleura son visage. Léger, à peine perceptible mais sincère. Bien. Alors demain, on commence à changer les poteaux de la clôture sud. Et on réfléchira à un moyen de se débarrasser de Carter une bonne fois pour toutes. Jonathan eut un petit rire. « Tu es toujours aussi optimiste ?»« Pas optimiste, » le corrigea-t-elle. « Têtu, ce n'est pas la même chose. » Ils restèrent assis en silence un moment, puis se retirèrent à chacun dans sa chambre. Jonathan s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Carter, le ranch, Kalissa. Il sentait qu'il s'enfonçait de plus en plus dans cet endroit. Et cela l'effrayait et, en même temps, le réjouissait. Comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, sans même le savoir. Le travail sur la clôture sud commença le lendemain matin. Jonathan se réveilla plus tôt que d'habitude. Le soleil n'était pas encore levé, mais assez. Mais le ciel s'éclaircissait déjà de teintes pâles de rose et de gris. Il descendit à la cuisine et constata que Kalissa préparait déjà le petit déjeuner. Elle portait une chemise de lin couleur ivoire, déboutonnée sur les 2 premiers crochets, et un pantalon sombre rentré dans de hautes bottes de cuir. Ses cheveux s'étaient tressés en une seule natte épaisse qui reposait sur son épaule. Jonathan s'arrêta sur le seuil, l'observant. Kalissa, dos à lui, remuait quelque chose dans une poêle, et la lumière de la lampe à pétrole éclairait sa silhouette, détachant de la pénombre la courbe de son cou, la ligne de ses épaules. Jonathan sentit une étrange oppression dans sa poitrine, la même que lorsqu'il l'avait vue danser près du feu. Mais cette fois, c'était plus fort, plus intense. Il se racla la gorge pour signaler sa présence. Kalissa se retourna et hocha la tête. « Bonjour. Assieds-toi, c'est bientôt prêt. » Ils déjeunèrent en silence. Eux au bacon et pain frais que Kalissa avait préparé la veille au soir. Jonathan mangeait en l'observant du coin de l'œil. Il remarquait la façon dont elle portait sa tasse de café à ses lèvres. Comment elle se mordillait la lèvre inférieure en réfléchissant. Il n'avait jamais prêté attention à de tels détails auparavant. Mais avec Kalissa, c'était différent. Chaque détail comptait. Après le petit déjeuner, ils chargèrent les outils sur une charrette et partirent menteux pour la clôture sud. Le trajet dura environ 1 heure. Le soleil s'élevait à l'horizon, inondant la prairie d'une lumière dorée. L'herbe bruissait sous les sabots des chevaux. Le vent était chaud, chargé d'une odeur d'absinthe et de terre sèche. Arrivée sur place, Kalissa sauta de la charrette et inspecta la clôture. « On commence par ce bout-là, dit-elle en désignant le dernier poteau. On les changera un par un. Tu creuses le trou, je plante le poteau. Ensuite, on tend le fil ensemble. » Jonathan acquiesça et prit une pelle. La terre était dure, caillouteuse, et chaque coup de pelle lui faisait mal aux mains. La sueur coulait sur son front. Sa chemise lui collait au dos. Kalissa travaillait à ses côtés, arrachant les vieux poteaux, en apportant de nouveaux, les enfonçant dans le sol de coups de masse précis. Elle se déplaçait avec aisance, sans effort apparent, comme si le poids de la masse n'était rien pour elle. Ils travaillèrent plusieurs heures d'affilée, presque sans parler. Jonathan sentait ses muscles se charger de fatigue, sa respiration devenir lourde. Mais il ne s'arrêtait pas. Il ne voulait pas paraître faible devant Kalissa.
Il voulait lui prouver, et se prouver à lui-même, qu'il était capable de ce travail. Vers midi, ils firent une pause. Kalissa sortit une gourde d'eau de sa sacoche de sel et la tendit à Jonathan. Il but avidement et s'essuya la bouche du revers de la main. Kalissa s'assit dans l'herbe, renversa la tête en arrière et ferma les yeux. Le soleil éclairait son visage, et Jonathan remarqua les perles de sueur qui brillaient sur ses pommettes, ses lèvres entr'ouvertes. Il la regardait, incapable de détacher son regard, et comprit soudain qu'il voulait toucher son visage, sentir la chaleur de sa peau. « Qu'est-ce que tu regardes encore comme ça ?» demanda Kalissa sans ouvrir les yeux. Une légère moquerie perçait dans sa voix. Jonathan sursauta et détourna le regard. « Je pense juste à tout le travail qu'il reste. 3 ou 4 heures, si on ne traîne pas, » répondit-elle en ouvrant les yeux et en se tournant vers lui. Son regard était direct, scrutateur. « Tu es fatigué ?»« Non, » mentit Jonathan. Kalissa eut un petit rire. « Tu mens, je le vois dans tes yeux. Mais ce n'est rien, tu t'y habitueras. Dans 1 semaine, tu travailleras sans même sentir la fatigue. » Elle se leva et épousseta son pantalon. « Allez, debout. Plus vite on finira, plus vite on rentrera. » Ils reprirent le travail. Jonathan creusait le trou suivant quand soudain sa pelle glissa, heurta une pierre, s'échappa de ses mains et heurta violemment la jambe de Kalissa. Elle poussa un cri et recula. « Merde !» Jonathan se précipita vers elle. « Excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. » Kalissa s'accroupit et se frotta la jambe. Une tache s'étendait sur son pantalon, probablement une éraflure. « Ce n'est rien, dit-elle en serrant les dents. Juste un coup. » « Laisse-moi voir. » Jonathan s'agenouilla à côté d'elle et toucha prudemment sa jambe. Kalissa se figea et il sentit son corps se tendre sous ses doigts. Il souleva délicatement le bas de son pantalon. Sur la peau, une longue égratignure saignait. « Il faut nettoyer ça, dit-il doucement. Kalissa hocha la tête en silence. Jonathan sortit un mouchoir de sa poche, l'imbiba des eaux de la gourde et le posa délicatement sur la plaie. Ses doigts effleuraient en sa peau, et il sentit son pouls battre sous eux, rapide, fréquent. Kalissa le regardait fixement, et dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau, non pas de la moquerie ou de la méfiance, mais quelque chose de chaud, de vulnérable. « Merci, » murmura-t-elle. Jonathan leva les yeux et croisa son regard. Ils étaient ainsi proches qu'il sentait son souffle sur son visage, chaud, irrégulier. Il eut envie de se pencher encore plus, de toucher ses lèvres des siennes, de goûter son souffle. Mais il n'osa pas. Il avait peur qu'un seul faux mouvement ne brise cet instant fragile. Kalissa fut la première à détourner le regard et à s'écarter. « Bon, assez de chichi, il dit qu'il y a encore beaucoup de travail. » Ils retournèrent à la clôture. Mais quelque chose avait changé entre eux. Jonathan le sentait dans chaque regard, chaque contact fortuit, lorsqu'ils tendaient le fil de fer ensemble ou soutenaient un poteau. L'air entre eux semblait s'être électrisé, devenu dense, palpable. Le soir, le travail était terminé. Ils chargèrent net les outils sur la charrette et rentrèrent au ranch. Le soleil se couchait, colorant le ciel de teintes pourpres et orangées. Jonathan était assis à côté de Kalissa sur le siège de la charrette, et leurs épaules se touchaient parfois sur les cahots de la route. Chaque contact le parcourait d'une chaleur qui se répandait dans tout son corps. À leur retour, Kalissa se retira dans sa chambre, disant qu'elle devait se changer. Jonathan resta dans la cour, décela les chevaux et les mena à l'enclos. Puis il monta sur le porche, s'assit sur une marche et alluma sa pipe. Il pensait à Kalissa, à son regard près de la clôture, au tremblement de ses lèvres quand il avait touché sa jambe. Il comprenait qu'il était amoureux, vraiment, profondément, éperdument. Et cela l'effrayait, car il ne savait que faire de ce sentiment. Peu de temps après, la porte s'ouvrit et Kalissa apparut sur le porche. Jonathan se retourna et resta figé. Elle portait une simple robe de tissu vert foncé qui lui arrivait aux chevilles, avec de longues manches et un col montant.
La robe était modeste, sans aucun ornement. Mais elle soulignait la silhouette de Calissa d'une manière que ses pantalons et chemises d'homme ne faisaient pas. Elle avait défait ses cheveux, qui tombaient en vagues sur ses épaules, encadrant son visage. Jonathan ne pouvait détacher son regard. Il ne l'avait jamais vue en robe. Elle était toujours en vêtements d'homme, pratique, confortable, qui cachait sa féminité. Mais maintenant, elle était différente. Douce, tendre, magnifique. Quoi? Demanda Calissa en remarquant son regard. Elle passa instinctivement une main dans ses cheveux. J'ai l'air bizarre? Non, répondit rapidement Jonathan en se levant. Pas du tout. C'est juste, je n'ai pas l'habitude de te voir en robe. Calissa haussa les épaules. Moi non plus. Les robes ne sont pas pratiques pour le travail. Elles s'accrochent partout. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. J'en avais envie. Elle passa devant lui, descendit du porche, et Jonathan sentit un parfum léger, herbacé, avec des notes de lavande. Il ne savait pas que Calissa utilisait du parfum. Ou peut-être n'était-ce que l'odeur du savon avec lequel elle s'était lavée. Quoi qu'il en soit, cela lui tournait la tête. « Je vais préparer le dîner », dit Calissa en se dirigeant vers la maison. « Ce soir, ce sera quelque chose de spécial. Je suis de bonne humeur. » Jonathan la suivit à l'intérieur. Calissa dénoua son tablier, le suspendit à un crochet près de la porte et se rendit à la cuisine. Jonathan resta sur le seuil, observant ses mouvements, légers, gracieux, si différents de ceux qu'elle avait au travail. En robe, chacun de ses gestes devenait fluide, ondoyant, captivant. Elle sortit de la cave une poule qu'elle avait tuée la veille, commença à la découper et à la faire dorer dans une poêle avec des oignons et des carottes. Puis elle ajouta des pommes de terre, versa de lait au sala, poivra. Jonathan s'assit à la table, ne la quittant pas des yeux. Il la voyait se pencher sur le poêle, remettre en place une mèche de cheveux rebelle, se lécher les doigts après avoir goûté la sauce. « Tu pourrais m'aider » lança-t-elle par-dessus son épaule, au lieu de rester assis là à me regarder. Jonathan se leva et s'approcha d'elle. « Que dois-je faire ?»« Coupe le pain et va chercher un bocal de cornichons à la cave. » Il prit un couteau et commença à couper le pain. Calissa travaillait à ses côtés, et leurs mains se frôlaient parfois, par hasard, fugitivement, mais chaque contact le brûlait, laissait une trace. Jonathan sentait son cœur battre plus vite, ses paumes devenir moites. Il essayait de se concentrer sur le pain, mais ses pensées revenaient sans cesse à Calissa, à sa proximité, à l'odeur de sa peau, au mouvement de sa poitrine sous la robe, au rythme de sa respiration. Le dîner fut délicieux. La poule était tendre, fondante en bouche, et les pommes de terre s'étaient imprégnées des arômes des épices et de la viande. Ils mangèrent lentement, sans se presser, et pour la première fois, ils ne parlèrent pas de travail, mais d'autre chose. Calissa raconta son enfance, comment, avec ses frères, elle courait dans la prairie, attrapait des lézards, construisait des cabanes avec des branches, comment sa mère lui avait appris à cuisiner, à coudre, à s'occuper de la maison, comment son père l'emmenait à la chasse, malgré les protestations de sa mère, et lui apprenait à tirer. Il disait qu'une fille devait savoir se défendre. Raconta Calissa en souriant, que dans cette région, on ne pouvait pas compter uniquement sur l'aide des hommes. Ma mère n'était pas d'accord. Elle disait que ce n'était pas une affaire de femme. Mais mon père a insisté, et quand ils sont morts, ses compétences m'ont sauvé. J'ai pu survivre seul parce que je savais chasser, tirer, travailler. Jonathan l'écoutait, fasciné. Il ne l'avait jamais entendu parler autant, si ouvertement. D'habitude, Calissa était laconique, réservée. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Comme si une barrière entre eux s'était effondrée, et qu'elle lui permettait de jeter un œil dans son monde intérieur. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi es-tu parti d'ici ? Thomas disait que tu détestais le ranch. » Jonathan réfléchit, cherchant ses mots. Je ne le détestais pas. C'est juste que je ne me sentais pas à ma place.
Mon oncle était dur, exigeant. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais être à la hauteur de ses attentes. Alors je me suis enfui. Je suis allé en ville. J'ai trouvé un travail. J'ai commencé une nouvelle vie. Je pensais que j'y serais heureux. Mais il se tut, ne sachant comment continuer. Mais, l'encouragea doucement Calissa. Mais là-bas, tout semblait faux, avoua Jonathan. Le travail, les gens, même l'air. Tout était comme dans un brouillard. Je faisais ce qu'on attendait de moi, mais je n'avais pas l'impression de vivre. Alors qu'ici, je le sens. Chaque callosité sur mes paumes, chaque douleur dans mon dos, chaque odeur, chaque son. Ici, je suis vivant. Calissa le regarda longuement, et une lueur de compréhension brillait dans ses yeux. « Tu sais, dit-elle finalement, Thomas m'a dit avant de mourir que tu reviendrais. Je n'y croyais pas. Je pensais que tu avais oublié cet endroit depuis longtemps. Mais il en était sûr. Il disait que tu ne t'étais pas encore trouvé, mais que tu finirais par y arriver. Et qu'alors, tu reviendrais. » Jonathan sentit une boule se former dans sa gorge. Son oncle croyait en lui. Son oncle qui lui avait toujours semblé si froid, si inaccessible, croyait en lui. Après le dîner, ils sortirent sur le porche. La nuit était calme, sans vent. La lune était suspendue à l'horizon, inondant la prairie d'une lumière argentée. Calissa s'assit sur une marche, enlaçant ses genoux. Jonathan s'installa à côté d'elle, et ils restèrent assis en silence, épaule contre épaule, écoutant les bruits de la nuit. Le chant des grillons, le hurlement lointain des coyotes, le bruissement de l'herbe. « Calissa, » dit doucement Jonathan. « Oui ?» Il se tourna vers elle, la regarda dans les yeux. La lumière de la lune adoucissait son visage, le rendant presque irréel. « Je suis content que tu sois là, que tu sois resté. Sans toi, je n'y serais pas arrivé. » Calissa sourit, un sourire chaud et sincère. « Je suis contente que tu sois là aussi, Jonathan. Très contente. » Ils se regardèrent, et Jonathan sentit un fil invisible se tendre entre eux, solide, indestructible. Il eut envie de la serrer dans ses bras, de la presser contre lui, de sentir la chaleur de son corps. Mais il n'osa pas. Il avait peur de briser cet instant, de détruire la fragile intimité qui s'était installée entre eux. Calissa fut la première à rompre le silence. « Demain, il faudra aller en ville, » dit-elle. « Acheter des clous, du fil de fer neuf. Les réserves s'épuisent. On pourrait y aller ensemble. Je te montrerai les environs. » « D'accord, » acquiesça Jonathan. « Allons-y. » Ils restèrent assis en silence un peu plus longtemps. Puis Calissa se leva, disant qu'il était temps de dormir. Jonathan la suivit du regard, la regardant disparaître dans la maison. La porte de sa chambre se refermait. Il resta seul sur le porche, contemplant la lune. Il ressentait une sensation étrange dans sa poitrine, légère, aérienne, comme s'il flottait au-dessus du sol. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Jonathan se sentait heureux. C'était heureux, vraiment, éperdument heureux. Et tout cela grâce à cette femme sauvage, libre et étonnante, qui avait fait irruption dans sa vie comme un ouragan et avait tout chamboulé. La matinée fut fraîche. Jonathan fut réveillé par le bruit de gouttes de pluie frappant la fenêtre, rares et lourdes, plus annonciatrices d'une tempête que d'une véritable averse. Et il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Le ciel était couvert de nuages gris. Le vent courbait l'herbe de la prairie et faisait tourbillonner des brindilles sèches dans la cour. Un tel temps était rare au Texas. D'habitude, les pluies étaient courtes, violentes, suivies d'un retour à la sécheresse. Il descendit à la cuisine. Calissa était déjà là, debout près de la fenêtre, une tasse de café à la main. Elle portait la même chemise de lin que la veille, mais par-dessus, elle avait enfilé une courte veste de cuir. Ses cheveux s'étaient de nouveau tressés, la pointe de la natte touchant sa taille. « Bonjour, » dit Jonathan. Calissa se retourna et hocha la tête. « Bonjour. Le temps se gâte. Il y aura peut-être une vraie tempête ce soir. »
Il faut se dépêcher si on veut aller en ville et revenir avant la nuit. Tu penses qu'on devrait y aller par ce temps? Et on n'a pas le choix. On a besoin de clous et de fils de fer maintenant, pas dans une semaine. Si une clôture cède pendant la tempête, le bétail se dispersera. Il faudra le rassembler dans toute la région. Jonathan comprenait sa logique. Et il se servit un café et déjeuna rapidement de pain, de beurre et d'œufs que Calissa avait préparés. Une demi-heure plus tard, ils étaient prêts à partir. Calissa attela les chevaux à la charrette, vérifia le harnais et jeta quelques sacs dans la benne, au cas où il devrait transporter quelque chose de volumineux. Jonathan l'aida à tout attacher avec des cordes, et ils se mirent en route. Le trajet jusqu'à la ville prenait environ 2 heures. Ils roulaient en silence, écoutant les grondements du tonnerre au loin. Le vent se renforçait, arrachant les chapeaux, s'infiltrant sous les cols. Calissa menait les chevaux avec assurance, sans prêter attention au temps. Jonathan était assis à côté d'elle, l'observant. Il remarqua que de profil, elle semblait différente, ses traits plus fins, plus délicats. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, ses cils longs et courbés. Il se surprit à penser qu'il pourrait la regarder pendant des heures. « À quoi tu penses ?» demanda Calissa sans tourner la tête. Jonathan sursauta. « Juste, au temps. J'espère qu'on sera de retour avant la tempête. » On y arrivera si on ne perd pas de temps en ville. On achète ce qu'il faut et on repart tout de suite. La ville s'appelait Redstone, petite, poussiéreuse, composée d'une seule rue principale et de quelques ruelles. Les bâtiments étaient en bois, noircis par le temps, avec des enseignes qui se balançaient au vent. Un saloon, une boutique, une forge, le bureau du shérif, quelques maisons d'habitation. Il n'y avait presque personne dans les rues. Tout le monde s'était abrité de la tempête imminente. Calissa arrêta la charrette devant la boutique. Ils sautèrent à terre et entrèrent. La boutique était exiguë, remplie de marchandises. Des sacs de farine, des caisses de clous, des rouleaux de tissu, des boîtes de conserve. Derrière le comptoir se tenait un homme de petite taille, à la barbe grisonnante et aux yeux bienveillants. « Calissa !» s'exclama-t-il ravi. « Ça fait un bail. Comment vas-tu ?»« Et le ranch ?»« Bonjour, monsieur Tanner, » sourit Calissa. « Tout va bien. Je vous présente Jonathan Graves, le neveu de Thomas. C'est lui le propriétaire du ranch maintenant. » Tanner regarda Jonathan avec intérêt et lui tendit la main. « Enchanté, Thomas était un homme bon. Dommage qu'il soit parti. Mes condoléances. »« Merci, » acquiesça Jonathan en lui serrant la main. « Il nous faut des clous, du fil de fer, » dit Calissa. « Et un sac de farine, si vous en avez. »« J'ai tout ça, » répondit Tanner en sortant les articles demandés. « Les clous, 2 livres, ça ira? Combien de fils de fer? 2 rouleaux et 20 livres de farine. » Pendant que Tanner préparait la commande, Jonathan regarda autour de lui. Dans un coin de la boutique, une vitrine exposait divers articles. Couteaux, tabac, parfums, peignes. Son regard s'arrêta sur un petit flacon de parfum, simple, en verre, avec l'inscription « Lavande ». Il se souvint de la veille, de l'odeur qui émanait de Calissa. C'était bien de la lavande. Il s'approcha de la vitrine, prit le flacon et le fit tourner entre ses doigts. Tanner remarqua son intérêt. « Vous voulez le prendre? C'est un bon parfum importé de France. Les dames l'adorent. » Jonathan regarda Calissa. Elle lui tournait le dos, examinant les sacs de farine. Il hésita. Serait-il approprié de lui offrir du parfum? Ne penserait-elle pas qu'il s'imposait? Mais quelque chose en lui disait de le faire. Simplement, de le faire. « Je le prends, » dit-il doucement. Tanner hocha la tête, enveloppa le flacon dans du papier et le mit dans un petit sachet. Jonathan le glissa discrètement dans la poche de sa veste. Ils payèrent et chargèrent les achats sur la charrette. Calissa voulait partir immédiatement, mais Jonathan la retint. On pourrait passer au saloon, manger un morceau, boire une bière. Il est encore tôt.
Kalissa fronça les sourcils. La tempête approche. On aura le temps. Une demi-heure ne changera rien. Elle réfléchit, puis acquiesça. D'accord, mais on fait vite. Ils entrèrent dans le saloon. L'intérieur était sombre, sentant le tabac, la bière et le vieux bois. Derrière le bar se tenait un homme costaud, avec une moustache. Quelques clients s'étaient assis à des tables, buvant du whisky et jouant aux cartes. Quand Kalissa entra, les conversations cessèrent. Les hommes tournèrent la tête et la dévisagèrent. Jonathan sentit l'irritation monter en lui. Ses regards étaient insistants, collants, désagréables. Kalissa ne sembla pas y prêter attention. Elle se dirigea vers le bar et commanda 2 bières et un ragoût de viande avec du pain. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Le barman apporta leur commande. Jonathan but une gorgée de bière, froide, amère, rafraîchissante. Kalissa mangeait en silence, concentrée. « Hé, Kalissa !» lança quelqu'un de l'autre bout du saloon. Jonathan se retourna. Un homme se dirigeait vers leur table, grand, large d'épaules, le visage dur et un regard moqueur. Il était richement vêtu. Gilet de cuir, pantalon neuf, bottes à talons ferrés. À sa ceinture pendait un revolver dans un étui sculpté. Kalissa leva les yeux, son visage se tendit. Carter. C'était donc ce voisin dont elle lui avait parlé. Jonathan se crispa instinctivement. Carter s'approcha de la table, s'appuya sur le bord et regarda Kalissa avec un désir à peine dissimulé. « Ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu avais un nouveau patron. » Il tourna son regard vers Jonathan. « C'est toi, mon garçon ?» Jonathan Graves, se présenta froidement Jonathan, propriétaire du ranch de Thomas Graves. Carter. L'homme ne lui tendit pas la main, se contentant de sourire narquoisement. « Écoute, puisque tu es le nouveau propriétaire, parlons affaires. Ton ranch est en mauvais état, le bétail n'est pas soigné, les clôtures tombent en ruine. Tu viens de la ville, tu n'as pas besoin de ça. Vends-le-moi, je te ferai un bon prix. » Jonathan secoua la tête, pas intéressé. Carter plissa les yeux. « Ne te presse pas de refuser. On ne relève pas un ranch sans expérience. Tu devras dépenser une fortune et beaucoup de temps pour rien. Vends-le maintenant, tant qu'il vaut encore quelque chose. » J'ai dit que je n'étais pas intéressé. Carter se redressa. Son sourire narquois disparut. « T'es-tu, hein? Eh bien, on verra combien de temps tu tiendras. Et toi, Kalissa ?» se tourna-t-il vers elle. « Quand ce type abandonnera et partira, viens me voir. Je te trouverai une place. Il y aura du travail et les conditions seront meilleures. » Une insinuation perçait dans sa voix, et Jonathan sentit la colère monter en lui. Il se leva et fit un pas vers Carter. « Kalissa travaille pour moi, et elle travaillera tant qu'elle le voudra. Alors ne fais pas de plan. » Carter se mit à rire, un rire bref et désagréable. « Oh, quel courage! J'espère que tu seras aussi courageux quand mes hommes reviendront te voir. La prochaine fois, ils ne seront peut-être pas aussi polis. »« C'est une menace ?» demanda Jonathan en posant la main sur son étui. « Non, mon garçon, c'est un avertissement. » Carter se retourna et se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, il se retourna. « Pense à ma proposition, avant qu'il ne soit trop tard. » Il sortit en claquant la porte. Jonathan se rassit et expira. Ses mains tremblaient d'adrénaline. « Il est sérieux ?» demanda-t-il à Kalissa. « Il peut venir et prendre le ranch de force ?» Kalissa le regarda longuement. « Il peut essayer. Il a des relations, de l'argent, des hommes. Mais si on reste soudés, si on ne cède pas, il ne pourra rien faire. Carter est habitué à ce que les gens aient peur et reculent. Mais si tu lui montres que tu n'es pas de ceux-là, il laissera tomber. » « J'espère que tu as raison. » Ils finirent de manger et de boire, puis sortirent du saloon. Le ciel s'était encore assombri, le vent s'était levé. Les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. Kalissa monta sur le siège de la charrette et prit les rênes. « Allons-y, vite !» Ils repartirent en pressant les chevaux.
La pluie s'intensifiait, se transformant en déluge. L'eau coulait à flots, inondant la route et la transformant en un bourbier. Les chevaux tiraient péniblement la charrette, glissant et trébuchant. Jonathan se tenait au bord du siège, essayant de ne pas tomber. Kalissa menait les chevaux calmement, avec assurance, comme si elle était habituée à de telles conditions. « Il faut s'arrêter !» cria Jonathan pour couvrir le bruit de la pluie. « Les chevaux ne tiendront pas. » Kalissa hocha la tête et quitta la route pour se diriger vers un petit bosquet. Là se trouvait une vieille cabane en ruine, vestige d'une ferme abandonnée. Ils s'y arrêtèrent et sautèrent titre de la charrette. Jonathan détacha rapidement les chevaux et les mena sous un auvent à côté de la cabane. Kalissa attrapa les sacs d'achat et les porta à l'intérieur. La cabane était petite. Une seule pièce, un sol en terre battue, quelques planches pourries en guise de meubles. Le toit fuyait à plusieurs endroits, mais un coin était sec. Kalissa jeta les sacs par terre et secoua le saoulot de ses vêtements. Ses cheveux étaient trempés, collés à son visage et à son cou. Sa chemise, entièrement mouillée, épousait les formes de son corps. Jonathan entra à son tour et ferma la porte. Il faisait sombre à l'intérieur. Seule une lumière grise filtrait par les fentes des murs. Il retira son chapeau et l'essora. Kalissa se tenait dans un coin, grelottant de froid. « Il faut faire du feu », dit-elle en claquant des dents. « Sinon, on va geler. » Jonathan regarda autour de lui, trouva quelques planches sèches, restes de vieux meubles. Il les empila au milieu de la pièce et sortit des allumettes de sa poche. Par chance, elles étaient restées sèches. Il en gratta une et l'approcha du bois. Le feu ne prit pas tout de suite, mais peu à peu, les flammes léchèrent sur les planches, et la cabane se réchauffa. Kalissa s'approcha du feu et tendit les mains. Jonathan s'assit à côté d'elle pour se réchauffer également. Ils restèrent assis en silence, écoutant la tempête faire rage à l'extérieur. Le tonnerre grondait si fort que les murs tremblaient, et les éclairs illuminaient l'intérieur de la cabane d'une lumière vive et effrayante. « Tu n'as pas peur ?» demanda doucement Jonathan. Kalissa secoua la tête. « Non, je suis habitué aux tempêtes. Il y en a souvent ici. Seuls ceux qui ne savent pas trop pas comment y faire face ont peur. » Elle tourna la tête et le regarda. À la lueur du feu, ses yeux semblaient sombres, insondables. Ses cheveux mouillés encadraient en son visage. Des gouttes d'eau coulèrent sur ses joues. « Et toi, tu as peur ?» demanda-t-elle. « Un peu, » avoua Jonathan. « Mais pas de la tempête. J'ai peur d'autre chose. » « De quoi ?» Il resta longtemps silencieux, cherchant ses mots. Puis il se décida. « J'ai peur que tu partes. Qu'un jour je me réveille et que tu ne sois plus là, et que le ranch redevienne vide, mort, comme il l'était avant toi. » Kalissa le regardait fixement. Quelque chose de chaud et de tendre flottait dans ses yeux. « Je ne partirai nulle part, » dit-elle doucement. « Je te le promets. Tant que tu seras là, je serai là aussi. » Jonathan sentit son cœur se serrer. Il tendit la main et toucha délicatement sa joue. Sa peau était froide, humide, mais sous ses doigts, il sentait une chaleur pulser. Kalissa se figea sans reculer. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Sa respiration s'accéléra. « Kalissa » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle le regardait simplement, et dans son regard, il y avait tout. Le consentement, le désir, la confiance. Jonathan se pencha plus près, lentement, lui laissant la possibilité de s'écarter. Mais elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, avec prudence, avec douceur, comme pour ne pas briser cet instant. Le baiser fut court, chaste, mais il contenait toute la tendresse que Jonathan ressentait pour elle. Quand ils s'écartèrent, Kalissa sourit, un sourire chaud et sincère. « Je suis contente que tu sois revenu, Jonathan. Très contente. » Il la serra dans ses bras, la pressa contre lui. Elle enfouit son visage dans son épaule, et ils restèrent ainsi, écoutant la tempête s'apaiser peu à peu. La pluie devint plus calme, le tonnerre s'éloigna. Au loin,
Les premiers rayons de soleil perçaient à travers les nuages. Quand la tempête fut complètement passée, ils sortirent de la cabane. L'air était frais, imprégné de l'odeur de la terre mouillée et de l'herbe. La prairie brillait sous le soleil, lavée par la pluie. Calissa attela les chevaux, et ils repartirent vers le ranch. Jonathan était assis à côté d'elle, et leurs mains se touchaient parfois. Chaque contact était maintenant différent, conscient, chargé de sens. Ils rentrèrent chez eux à la tombée de la nuit. Jonathan aida Calissa à décharger la charrette et à mener les chevaux à l'enclos. Puis ils entrèrent dans la maison et se changèrent. Calissa prépara un dîner simple mais savoureux. Ils mangèrent en échangeant des regards et des sourires. Les mots étaient superflus. Tout avait déjà été dit. Après le dîner, Jonathan se souvint du flacon de parfum. Il le sortit de la poche de sa veste et le tendit à Calissa. « C'est pour toi. Je l'ai acheté à la boutique. » Calissa prit le flacon et l'examina. La surprise, puis la tendresse, se peignirent sur son visage. « Merci, » murmura-t-elle. « C'est très gentil de ta part. » Jonathan haussa les épaules, souriant timidement. « Je voulais juste te faire plaisir. » Calissa ouvrit le flacon et respira le parfum. Puis elle en mit un peu sur son poignet et l'approcha du nez de Jonathan. « Tu aimes ?» Il inspira la lavande, fraîche, douce, envoûtante. Beaucoup. Ils se tenaient proches l'un de l'autre, et Jonathan sentit de nouveau cette attraction, forte, irrésistible. Il serra Calissa dans ses bras, l'embrassa sur le front, sur la joue, sur les lèvres. Elle répondit à ses baisers, l'enlaçant, se pressant contre lui. Le monde autour d'eux disparut. Il ne restait plus que deux, le feu dans la cheminée et le battement silencieux de leurs cœurs s'unissant en un seul rythme. Les semaines suivantes se déroulèrent dans un calme et une harmonie que Jonathan n'avait jamais connue. Le ranch reprenait vie sous leurs yeux. Ils réparaient le toit de la maison principale, repeignaient les volets, remettaient l'écurie en ordre. Le travail avançait vite, car il existait désormais entre eux une compréhension silencieuse qui ne nécessitait pas de mots superflus. Le matin, ils se réveillaient tôt, déjeunaient ensemble. Et Jonathan remarquait que le regard de Calissa sur lui avait changé, devenu plus doux, plus chaleureux. Elle pouvait fixer son visage quand elle pensait qu'il ne la voyait pas, ou toucher sa main par hasard en lui passant une tasse de café. Ces petits gestes en disaient plus que n'importe quel mot. Jonathan aussi avait changé. Ses mains s'étaient durcies, couvertes de callosité. Sa peau avait bruni sous le soleil du Texas. Ses mouvements étaient devenus plus assurés. Son dos ne lui faisait plus mal après une longue journée en selle. Il avait appris à reconnaître les traces d'animaux, à prédire la pluie en observant le ciel, à sentir la terre sous ses pieds, non plus comme une étrangère, mais comme la sienne. La ville, avec ses bureaux et ses chemises empesées, lui semblait désormais appartenir à une autre vie, à quelqu'un d'autre. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel se teintait de nuances spèches et roses, Jonathan était assis sur le porche, réparant une vieille bride. Calissa sortit de la maison avec 2 tasses de thé et s'assit à côté de lui. Elle portait une simple jupe marron jusqu'aux chevilles et une blouse blanche brodée au col. Elle avait pris l'habitude de porter des vêtements féminins une fois la journée de travail terminée. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en lui tendant une tasse. Jonathan prit le thé et en but une gorgée, chaud à la menthe. À quel point tout cela est étrange. Je suis venu ici pour vendre le ranch et partir pour toujours. Et maintenant, je ne peux pas imaginer comment je pourrais en partir. Calissa sourit. La terre a le don de nous attacher à elle, surtout quand on y met son travail et son âme. Thomas disait toujours qu'un ranch n'est pas juste un lopin de terre avec du bétail. C'est un être vivant, avec son caractère, son humeur, sa mémoire. Mon oncle était un homme sage, dit doucement Jonathan. Dommage que je l'ai compris trop tard. Il n'est pas trop tard, objecta Calissa en posant sa main sur la sienne. Tu es là, tu continues son œuvre.
C'est la meilleure chose que tu pouvais faire. » Ils restèrent assis, main dans la main, regardant le soleil descendre lentement à l'horizon. La prairie baignait dans une lumière dorée. L'herbe bruissait au vent, des vaches meuglaient au loin. Jonathan pensait que le bonheur n'était pas fait de grands mots et de gestes grandiloquents. C'étaient les soirées tranquilles sur le porche, la chaleur d'une main dans la sienne, l'odeur de la menthe dans le thé. Mais cette tranquillité était trompeuse. Quelques jours plus tard, en inspectant la clôture nord, Jonathan remarqua des traces étrangères, fraîches. Quelqu'un avait fait le tour du ranch, l'étudiait. Il rentra et montra les traces à Calissa. « Les hommes de Carter, dit-elle en fronçant les sourcils. Il n'a pas abandonné ses plans. Il attend juste le bon moment. » « Que peut-il faire ?» demanda Jonathan. « Nous sommes dans notre droit. Les papiers du ranch sont en règle. » « Carter n'a pas l'habitude d'agir selon la loi, » répondit Calissa. « Il a l'habitude de prendre par la force, d'intimider, de faire pression. Si nous ne montrons pas que nous sommes prêts à nous défendre, il viendra et prendra tout. » Jonathan réfléchit. Il n'était pas un guerrier. Il ne savait pas tirer avec la même précision que les cow-boys du coin. Mais il ne pouvait pas laisser Carter prendre le ranch. C'était sa terre, maintenant, sa maison, et son avenir avec Calissa. « Il faut aller voir le shérif, » proposa-t-il. « Déclarer officiellement le harcèlement. » Calissa secoua la tête. « Le shérif est dans le comté voisin, et il est du côté de Carter qui le paie grassement. S'adresser à lui est inutile. Il faut trouver une autre solution. » « Laquelle ?» Calissa se tut un instant, puis dit « Il y a un homme, il s'appelle Jake McCormick. C'est un ancien ranger, il vit maintenant dans les montagnes. Il a une petite ferme. Il a qu'à aider Thomas à repousser une bande de voleurs de bétail autrefois. Si nous lui demandons, il pourrait nous aider aussi. » Tu penses qu'il acceptera ? Jake n'aime pas Carter. Ils ont de vieux comptes à régler. Si on lui explique la situation, il acceptera. Le lendemain, ils partirent pour les montagnes. La route était longue, serpentante entre les rochers et les fourrés de genévrier. Le soir, ils arrivèrent à la ferme de McCormick, une petite maison en bois sombre, entourée d'enclos pour les chèvres et d'un poulailler. Jake McCormick les accueillit sur le porche. C'était un homme d'une 50aine d'années, sec, la barbe grisonnante et des yeux gris perçants. À sa ceinture pendait un vieux colt, dont la crosse était usée par des années d'utilisation. « Calissa, » dit-il en hochant la tête, « ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène » Calissa lui raconta brièvement l'histoire de Carter, ses tentatives de s'emparer du ranch et leur besoin d'aide. Jake écouta en silence, fumant sa pipe. Quand Calissa eut fini, il regarda Jonathan. « Alors, tu es le neveu de Thomas ? Il parlait de toi. Disait que tu t'étais enfui quand tu étais gamin. Qu'est-ce qui t'a fait revenir ?» Jonathan soutint son regard. « J'ai compris que je ne fuyais pas le ranch, je me fuyais moi-même. La responsabilité, le travail, la vraie vie. Maintenant, je suis revenu pour réparer mes erreurs et pour protéger ce qui m'appartient. » Et à Calissa. Jake eut un petit rire. « De belles paroles. On verra si tu les soutiens par des actes. D'accord, je vais vous aider. Carter en fait trop depuis longtemps. Il est temps de le remettre à sa place. J'arrive chez vous dans 2 jours. Préparez les armes, les munitions. Si Carter décide d'attaquer, on l'accueillera comme il se doit. » Ils remercièrent Jake, passèrent la nuit chez lui et repartirent le lendemain matin. Sur le chemin du retour, Calissa était pensive. Jonathan le remarqua. « À quoi pensas-tu » ? « Je me dis qu'on n'aurait peut-être pas dû revenir, » avoua-t-elle. « Peut-être qu'il aurait fallu partir. Vendre le ranch à Carter pour n'importe quel prix et commencer une nouvelle vie ailleurs, tous les deux. » Jonathan arrêta son cheval et se tourna vers elle. « C'est vraiment ce que tu veux ? Tout laisser tomber et partir ?» Calissa le regarda longuement. Une lutte se lisait dans ses yeux. « Je ne sais pas. Je suis fatigué de me battre, Jonathan. Toute ma vie, je me suis battu pour survivre.
J'ai envie de paix. J'ai juste envie de vivre. » Jonathan mit pied à terre, s'approcha d'elle et l'aida à descendre de cheval. Il lui prit les mains. « Calissa, si tu veux partir, nous partirons. Tout de suite. Je n'ai pas besoin du ranch si tu n'es pas là, mais si nous restons et que nous battons Carter, cette terre deviendra vraiment la nôtre. Nous serons libres. Ici, sur cette terre que mon oncle a aimée et que j'ai appris à aimer. Le choix t'appartient. » Calissa resta silencieuse, le regardant dans les yeux. Puis elle hocha lentement la tête. « Restons, battons-nous, ensemble. » Ils s'étreignirent au milieu de la prairie, sous le ciel infini. Le vent agitait leurs cheveux, le soleil chauffait leurs visages. Dans cette étreinte, il n'y avait pas seulement de l'amour, mais aussi de la détermination et la volonté de protéger leur bonheur. De retour au ranch, ils commencèrent les préparatifs. Jonathan vérifia tous les revolvers et fusils qu'il avait trouvés dans la maison de son oncle, les nettoya, les chargea. Calissa installa des pièges le long du périmètre, des cordes tendues entre les arbres pour faire trébucher les assaillants, des clochettes qui sonneraient à l'approche d'étrangers. Ils préparèrent de l'eau, de la nourriture, des médicaments en cas de siège. Jake arriva 2 jours plus tard, comme promis. Il était accompagné d'un jeune homme nommé Tommy, robuste, les mains agiles et le regard vif. Mon neveu le présenta Jake. Un bon tireur, il nous y aidera. Ils s'installèrent dans la maison et se répartirent sur les postes. Jake se chargea de la surveillance depuis le grenier, d'où l'on avait une vue sur tout le domaine. Tommy prit position à la fenêtre ouest, Calissa à la fenêtre est. Jonathan resta en bas, près de la porte d'entrée. La nuit fut calme, mais le lendemain soir, alors que le soleil était couché et que la lune s'élevait à l'horizon, Jake siffla, le signal convenu. Quelqu'un approchait. Jonathan regarda par la fenêtre. Dans l'obscurité, des lumières de torches vacillaient, nombreuses, une dizaine environ. Les hommes de Carter. Ils étaient à cheval, avançant lentement, sûrs de leur supériorité numérique. « Préparez-vous, » dit doucement Jake. Les cavaliers s'arrêtèrent à portée de tir de la maison. L'un d'eux, costaud en gilet de cuir. « Carter !» cria. « Graves, sors! Parlons !» Jonathan sortit sur le porche, son revolver à la main. Carter eut un sourire narquois. « Courageux, je dois l'admettre. Écoute, mon garçon, je ne veux pas de bain de sang. Vends-moi simplement le ranch et tout le monde rentrera chez soi. Je paierai un bon prix. »« Le ranch n'est pas à vendre, » dit fermement Jonathan. Carter fronça les sourcils. « Tu fais une erreur. Nous sommes 10. Vous êtes quoi, 2, 3 ? Tu ne tiendras pas. »« Peut-être pas, » répondit Jonathan. « Mais tu perdras certainement quelques-uns de tes hommes. Ça en vaut la peine. » Carter resta silencieux, digérant ses paroles. Puis il fit un signe à ses hommes. « En avant !» Les cavaliers se précipitèrent vers la maison. Jake tira le premier. L'un des assaillants tomba de cheval. Tommy et Calissa ouvrirent également le feu. Le fracas des tirs déchira le silence de la nuit. Jonathan visait soigneusement, tirant non pas sur les hommes, mais sur les chevaux, pour tenter de stopper l'attaque. Le combat fut bref mais violent. Les hommes de Carter, ne s'attendant pas à une telle résistance, furent décontenancés. Plusieurs furent blessés. Certains firent demi-tour et s'enfuirent. Carter, comprenant que son plan avait échoué, cria « On se replie !» Ils s'enfuirent dans l'obscurité, laissant 2 blessés sur le sol. Jonathan sortit de la maison et s'approcha prudemment d'eux. Les 2 étaient vivants, mais incapables de bouger. Calissa apporta des bandages et commença à panser leurs plaies. « Et pourquoi tu les soignes ?» s'étonna Jonathan. « Parce que ce sont aussi des êtres humains, » répondit-elle simplement. « Et parce que si nous les laissons mourir, nous ne vaudrons pas mieux que Carter. » Une fois les blessés pansés, Jake ordonna à Tommy de les emmener en ville, chez le médecin. Il resta au ranch quelques jours de plus, au cas où Carter déciderait de revenir. Mais Carter ne revint pas. Jake pensait qu'il avait probablement compris que Jonathan n'était pas du genre à abandonner,
et qu'il était plus facile de trouver une autre victime que de gaspiller des hommes et de l'argent pour une cause perdue. Une semaine plus tard, quand il fut clair que le danger était passé, Jake se prépara à partir. Jonathan et Calissa le raccompagnèrent jusqu'à la limite de leur terre. « Merci », dit Jonathan en lui tendant la main. Jake la serra fermement. « De rien. Thomas était mon ami. Et on n'abandonne pas ses amis. Tu t'es montré un digne neveu. Prends soin de Calissa. Elle est spéciale. J'y veillerai, acquiesça Jonathan. Jake partit, et ils restèrent seuls. Le soir tombait. Le ciel se teintait de nuances, bleu foncé. Les premières étoiles s'allumaient. Calissa se blottit contre Jonathan, posant sa tête sur son épaule. « On a réussi, » murmura-t-elle. « On a réussi, » acquiesça-t-il en la serrant dans ses bras. « Et maintenant, cette terre est vraiment à nous, pour toujours. » Ils restèrent enlacés, regardant le ranch, la maison aux fenêtres éclairées, les enclos avec les chevaux endormis, la prairie infinie tout autour. C'était leur maison, leur terre, leur avenir, et ils étaient prêts à le défendre contre toutes les menaces. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la retraite de Carter et de ses hommes. Le printemps était arrivé dans les prairies du Texas, doux, chaud, plein d'une vie nouvelle. L'herbe verdissait, les rivières se remplissaient de l'eau de la fonte des neiges, et les oiseaux revenaient des pays chauds pour nicher dans les arbres. Le ranch s'épanouissait avec la nature. Jonathan se réveillait chaque matin avec le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde. Il n'était plus un employé de bureau perdu au milieu des chiffres et des papiers. Il était le maître de sa terre, un homme qui façonnait son avenir de ses propres mains. Ses mains s'étaient tellement endurcies que les callosités faisaient une partie de sa peau. Son dos s'était renforcé, ses mouvements avaient gagné en assurance. Il avait appris à lire les traces des animaux, à prédire le temps en observant les nuages, à sentir la terre sous ses pieds comme un être vivant. Calissa aussi avait changé. Elle était devenue plus douce, plus ouverte. Elle souriait plus souvent. Auparavant, ses sourires étaient rares et discrets, comme si elle craignait de montrer sa vulnérabilité. Maintenant, elle riait aux blagues de Jonathan, chantait en travaillant et dansait le soir près du feu, non plus seule, mais avec lui. Il tourbillonnait sous les étoiles, main dans la main, et dans ces moments, Jonathan sentait qu'il n'y avait personne de plus heureux que lui au monde. Un matin, alors qu'il déjeunait sur le porche, le soleil se levant à peine, Jonathan remarqua que Calissa était pensive. Elle regardait au loin, sa tasse de café à la main, les lèvres pincées comme si elle menait une lutte intérieure. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Calissa se tourna vers lui, une lueur d'hésitation dans les yeux. « Jonathan, je veux te dire quelque chose. Ça fait longtemps que je veux le faire, mais je n'osais pas. » Il posa sa fourchette, tout ouïe. « Dis à moi, n'importe quoi. » Elle se tut un instant, cherchant ses mots. Puis elle expira et dit « Je veux que ce ranch soit plus qu'un simple lieu de travail. Je veux qu'il devienne notre foyer. Un vrai foyer, où des enfants grandiront, où l'on entendra des rires, où il y aura de la vie. Je veux rester ici pour toujours, avec toi. » Jonathan la regarda, le cœur empli de chaleur. Il se leva, s'approcha d'elle et posa un genou à terre, là, sur le porche en bois, sous le soleil matinal. « Calissa Drake, dit-il en prenant sa main, je veux la même chose. Je ne veux pas que tu sois juste une employée sur ce ranch. Je veux que tu en sois la maîtresse, ma femme, la mère de nos enfants. Acceptes-tu de devenir ma femme ?» Calissa le regardait, les yeux grands ouverts. Des larmes de joie brillaient dans ses yeux. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot, et Jonathan se leva, la serra dans ses bras, la pressant si fort contre lui qu'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. Calissa l'enlaça, enfouit son visage dans son épaule, et ils restèrent ainsi, ne faisant plus qu'un. « Oui, » murmura-t-elle enfin. « Oui, j'accepte. » Ils décidèrent de ne pas attendre pour le mariage.
Dans cette région, les cérémonies fastueuses n'étaient pas de mise. La vie y était simple, sans fioritures. Ils se rendirent à Redstone, chez le prêtre local, le vieux père McAllister, qui avait connu l'oncle Thomas. Il les maria dans la petite église en bois, où flottait une odeur de vieux bois et d'encens. Leurs témoins furent un Jake McCormick et M. Tanner de la boutique. Calissa portait une simple robe blanche qui avait appartenu à sa mère, la seule chose qui lui restait de sa vie passée. Jonathan avait revêtu un costume neuf, acheté pour l'occasion. Lorsque le prêtre prononça les mots « Quod 135 », Jonathan embrassa Calissa, et dans ce baiser, il y avait tout l'amour, toute la tendresse, toute la promesse de bonheur qu'il pouvait lui offrir. Calissa répondit avec la même passion, et des applaudissements, peu nombreux mais sincères, retentirent dans l'église. Après la cérémonie, ils rentrèrent au ranch. Jake et Tanner restèrent pour le dîner de fête que Calissa avait préparé. Du bœuf rôti, des pommes de terre, du pain frais, une tarte aux pommes. Ils s'assirent à table, mangeant, buvant le vin que Jake avait apporté en cadeau, partageant des histoires et des rires. Thomas aurait été heureux, dit Jake en levant son verre, de voir son ranch entre de bonnes mains, et de voir que son neveu y a trouvé non seulement un foyer, mais aussi l'amour. À Jonathan et Calissa. « Il y a Jonathan et Calissa !» reprit Tanner, et ils trinquèrent. Quand les invités furent partis, la nuit tomba. La lune brillait haut tout dans le ciel, inondant la prairie d'une lumière argentée. Jonathan et Calissa sortirent sur le porche et s'assirent sur les marches, comme ils l'avaient fait tant de fois. Mais maintenant, tout était différent. Ils étaient mari et femme. Ce ranch était leur foyer commun, leur avenir commun. « Tu sais, » dit doucement Calissa en posant sa tête sur l'épaule de Jonathan, « quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai pensé que tu ne tiendrais pas longtemps ici, que tu étais un homme de la ville, pas fait pour notre vie, que tu partirais à la première difficulté. » Jonathan eut un petit rire. « Et moi, quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai pensé que tu étais sauvage, rude, pas du tout d'une femme, qu'il était impossible de s'entendre avec toi. » Calissa se mit à rire, un rire doux et mélodieux. « On s'est bien trompés tous les deux. »« Oui, » acquiesça-t-il en l'embrassant sur la tempe. « Mais parfois, les erreurs mènent aux meilleures choses qui puissent arriver dans la vie. » Ils restèrent enlacés, écoutant les bruits de la nuit. Quelque part dans un enclos, un cheval hennite. Tout cela était familier, intime, réel. « De quoi aurais-tu le plus envie au monde, là, tout de suite ?» demanda Calissa. Jonathan réfléchit. Autrefois, à Saint-Louis, il rêvait d'une promotion, d'un plus gros salaire, de respectabilité. Maintenant, « Je voudrais que cet instant ne finisse jamais, » répondit-il. « Que nous soyons toujours ensemble, que le ranch prospère, que nous ayons des enfants qui courront dans ces prairies aussi librement que toi, que nous vieillissions ensemble assis sur ce même porche, à regarder les levers et les couchers de soleil. » Calissa leva la tête et le regarda. Un amour profond, infini, brillait dans ses yeux. « Ça arrivera, c'est certain, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Ils s'embrassèrent, longuement, tendrement. Puis Jonathan prit Calissa dans ses bras et lui fit franchir le seuil de leur maison commune. Elle se mit à rire, l'enlaça par le cou, et ils disparurent à l'intérieur, ne laissant dehors que la lune, les étoiles et les prairies infinies, témoins de leur bonheur. Les mois passèrent et la vie au ranch prit un rythme calme et régulier. Jonathan et Calissa travaillaient côte à côte, élevant le bétail, réparant les clôtures, préparant le foin pour l'hiver. À la fin de l'été, Calissa annonça à Jonathan qu'elle attendait un enfant. Jonathan n'en crut pas son bonheur. Il la serra dans ses bras, l'embrassa, et à cet instant, il sentit que sa vie avait enfin un sens complet. Ils commencèrent à se préparer à l'arrivée du bébé. Jonathan aménagea une des pièces en chambre d'enfant, peignant les murs d'une couleur claire,
et fabriquant un berceau avec du bois qu'il avait lui-même scié et poli. Calissa cousait des langes et des brassières en chantonnant. Ils discutaient de prénoms, pour un garçon et pour une fille, et rêvaient de ce que serait leur enfant. Carter ne les dérangea plus. Selon les rumeurs, il avait vendu son ranch et était parti vers l'est, dans le Missouri. Ses hommes s'étaient en dispersés, certains trouvant du travail dans d'autres fermes, d'autres partant chercher de l'or au Colorado. Le ranch de Jonathan et Calissa prospérait. Un jour d'automne, un inconnu arriva au ranch, grand, mince, les tempes grisonnantes et des yeux bienveillants. Il se présenta comme un avocat de Saint-Louis, envoyé par la compagnie de chemin de fer où Jonathan avait travaillé. « Monsieur Graves, dit l'avocat, la compagnie a découvert une erreur dans le calcul de votre salaire des dernières années. Une compensation de 3 000 $ vous est due. J'ai apporté le chèque. » Jonathan était stupéfait. 3 000 $, une somme énorme. Avec cet argent, il pourrait agrandir le ranch, acheter plus de bétail, construire une nouvelle grange. « Merci, » dit-il en acceptant le chèque. « C'est inattendu. » L'avocat sourit. « Vous avez travaillé honnêtement, monsieur Graves. La compagnie apprécie les gens comme vous. D'ailleurs, si vous souhaitez un jour revenir en ville, une place vous attend, avec une promotion. » Jonathan secoua la tête. « Merci, mais non. Ma place est ici, avec ma femme, sur notre terre. » L'avocat hocha la tête avec compréhension. « Alors je vous souhaite bonne chance et beaucoup de bonheur. » Quand l'avocat fut parti, Jonathan montra le chèque à Calissa. Elle sourit. « Le destin est de notre côté, dit-elle. Maintenant, nous pourrons réaliser tout ce dont nous avons rêvé. » L'hiver fut doux, en février. Alors que les prairies étaient couvertes d'une fine couche de neige, Calissa commença le travail. Jonathan fit venir la sage-femme de Redstone, une femme âgée au visage bienveillant et aux mains expertes. Il attendit dehors, sur le porche, dans l'obscurité, écoutant les cris de Calissa qui venaient de la maison. Chaque cri lui transperçait le cœur, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire, sinon attendre et prier. Au lever du soleil, la sage-femme sortit sur le porche, souriante. « Vous avez une fille, monsieur Graves, une petite fille en bonne santé et robuste, et votre femme va bien aussi. » Jonathan se précipita à l'intérieur. Calissa était allongée dans le lit, pâle mais heureuse, un petit paquet dans les bras. Il s'approcha et regarda le visage de sa fille, petit, ridé, avec une touffe de cheveux sombres. Elle dormait paisiblement. « Elle est magnifique ?» murmura Jonathan, retenant ses larmes. « Oui » acquiesça Calissa en le regardant avec tendresse. « Notre petite Emily. » Emily, ainsi nommée en l'honneur de la mère de Calissa. La petite fille grandit vite, joyeuse, remplissant la maison de rires et de lumière. Jonathan passait chaque minute libre avec elle, la berçant, lui chantant des berceuses, lui racontant des histoires qu'il inventait. Calissa les regardait et souriait, heureuse. Les années passèrent. Émilie devint une petite fille curieuse et intelligente, avec les cheveux sombres de sa mère et les yeux bleus de son père. Elle courait dans le ranch, aidait ses parents, jouait avec les veaux, apprenait à monter à cheval. Jonathan et Calissa l'élevaient avec amour, lui transmettant tout ce qu'ils savaient de la terre, de la vie, de l'honnêteté et de la force. Un soir, alors qu'Émilie avait 5 ans, ils étaient assis tous les trois sur le porche. La petite fille demanda « Papa, tu as toujours vécu ici ?» Jonathan la regarda, puis regarda Calissa, qui souriait, sachant ce qu'il allait répondre. « Non, ma chérie. Autrefois, je vivais dans une grande ville, loin d'ici. Mais un jour, je suis venu et j'ai rencontré ta mère. Et j'ai compris que c'était ma vraie place. Mon cœur est ici. Ma maison est ici. Et maman, elle a toujours été ici ?» demanda Émilie. Calissa hocha la tête. « Oui, ma chérie. Je suis née dans ces prairies. Et j'ai toujours su que je ne pourrais vivre nulle part ailleurs. Cette terre fait partie de moi. » Émilie réfléchit puis dit « Et moi je veux toujours vivre ici, avec vous. » Jonathan et Calissa échangèrent un regard.
sourirent et serrèrent leurs femmes dans leurs filles et dans leurs bras. À cet instant, Jonathan comprit que sa vie était complète. Il était arrivé ici brisé, perdu, ne sachant ni qui il était, ni ce qu'il voulait. Et il avait trouvé l'amour, une famille, un foyer. Kalissa lui avait appris à vivre, vraiment, pleinement, sans craindre le travail ni les épreuves. Elle lui avait appris à voler. Le soleil se couchait à l'horizon, colorant le ciel de teintes écarlates et violettes. Les prairies s'étendaient tout autour, infinies et libres. Jonathan était assis sur le porche, tenant les mains des deux personnes les plus chères au monde, et sentait qu'il ne pouvait être plus heureux. Il avait voulu la dompter, cette femme sauvage et libre. Mais c'est elle qui lui avait appris à voler, au-dessus des prairies, là où il n'y a ni frontières ni peur, là où il n'y a que l'amour, la terre et le ciel infini.